Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15. Cette semaine, nous abordons la question des indépendances des pays africains. Et pour aujourd'hui, nous abordons le thème « Indépendance des pays africains, à quel prix ?» Pour en parler, je reçois deux analystes politiques maison, Arnaud Lilian-Billy, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. C'est un plaisir. À vos côtés, M. Félicien Evung, bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, on va essayer de défricher cette thématique liée aux indépendances des pays africains. D'entrée de jeu, Arnaud Lilian, quels pays ont dû arracher leur indépendance par la lutte armée? Si je dis quel pays, il y a beaucoup. Hein. Si on reste en Afrique, il y a pas mal à travers les luttes. Tu as l'Algérie, tu as le Maroc en quelque sorte, parce qu'elle n'a pas été donnée, elle a été arrachée par les luttes internes. Vous avez aussi de l'autre côté l'Éthiopie. En tout cas, il y a eu pas mal de pays quand même qui ont lutté pour avoir d'indépendance. Et d'autres ne l'ont pas eu par la voie de la lutte, l'autre ont eu par la voie soit de la diplomatie ou de la négociation, ou par effet. Par effet, notamment les colonies françaises en Afrique centrale l'ont eu par effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une décision collégiale au niveau de la métropole centrale qui dit, bon, il est temps, cette période, que nous donnons de l'indépendance aux autres au vu de revendications et de ce qui va, notamment grâce à la lecture qui était faite au Vietnam et au Cambodge, pour ne pas que cette révolution et ce qui continue et ce qui commence en Algérie puisse se propager sur l'ensemble du territoire. Et y a-t-il eu des résistances populaires? Les résistances populaires dans certains pays, quand on a donné, bien qu'il fallait l'acquérir, l'indépendance. Avant l'acquisition, avant d'arriver à l'indépendance, est-ce que les peuples ont quand même manifesté une certaine résistance à l'administration coloniale? Il y a eu deux formes de résistance. Il y a eu la résistance intellectuelle qui voulait absolument pas qu'on réfléchisse sur le fond et la forme de l'indépendance que nous voulions, mais qui voulaient l'adopter tout de suite parce que pour eux, il n'était plus question d'être sous la tutelle de la France pour ce qui est des pays francophones. D'autres sont allés en négociation. Et la période de la négociation a été relativement courte. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué certains pays africains, la plupart de leurs indépendances sont entre le mois de février, c'est-à-dire mars, j'en veux dire, jusqu'à souvent plus tard septembre. C'est là où il y a eu cette grande vague de libération dite indépendance. Monsieur Félicien Evung, vous également, des luttes armées qui ont amené à l'indépendance, d'autres qui ont pris des formes un peu différentes sur le plan intellectuel, sur le plan des manifestations populaires. Que risquait l'ancienne puissance coloniale à rester sur des sols où il n'était plus forcément la bienvenue? Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur cette problématique. D'entrée de jeu, à la question que vous avez posée, quels pays ont pris leur indépendance, sous quelle forme? Est-ce que la forme armée? Non, poser le problème comme ça n'est pas suffisamment juste, parce qu'il faut d'abord catégoriser les différents pays africains. Il y a eu des colonies de peuplement. Ça veut dire que les colons, à l'exemple un peu des différents continents, vous voyez le continent américain aujourd'hui, qu'on respecte comme première puissance, c'était des colonies d'Angleterre. Ils ont dû faire une lutte armée contre ces colonies pour avoir leur indépendance. Il y a plus proche de nous le cas qu'il vient de citer, l'Algérie, mais avec le Bénin, que je mets que ce pays, l'Algérie, a connu une forme d'émancipation précoce par rapport aux autres pays, parce que tout simplement, d'abord, les Algériens sont des conquérants, parce qu'ils sont un peu des Arabes, parce que certes, ils sont africains, mais ce sont d'abord des Arabes. Or, les Arabes ont participé au commerce, ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Ils ont brimé, ils ont acheté les esclaves chez nous pour les vendre aux Européens. Donc, à partir de cet instant, on voit bien que le colon, dans certaines contrées qui ont connu la lutte armée, ont réellement émancipé. Quand vous voyez la construction de l'Algérie, ne ressemble à aucun autre pays africain. Ou c'était une colonie de peuplement. Se sont réellement intégrés. Donc, alors, on peut également citer d'autres pays, tels que l'Angola, on peut citer également le Kenya. Mais quel était le risque pour ces colons-là de demeurer dans ces pays?
Non, pour le colon, ils avaient choisi. Il y avait les colonies d'exploitation, dont l'Afrique centrale, les 14 pays d'Afrique centrale. Il y avait aussi les pays qu'ils ont conquis par la pénétration. Vous voyez, il y a ce que les chanteurs disent, l'Empire Sossou s'est retrouvé à tel endroit. Donc ils ont partagé l'Afrique sans les Africains par la conférence de Berlin. Donc il n'y avait aucun Africain qui était là-dedans. Donc c'est notre histoire. Elle est douloureuse, c'est notre histoire. Mais l'essentiel ici, c'est que les indépendances, on ne peut pas dire que nous les avons eues à quel prix. Parce que les indépendances, il faut le dire, que nos élèves qui nous écoutent comprennent que les indépendances nous ont été octroyées gratuitement. Pour certains, pour toutes? Non, à l'exception de là où les Blancs avaient déjà des intérêts très ancrés. Gratuitement, Arnaud Lilian, y a-t-il eu des victimes de lutte anticoloniale? Oui, mais comme il faut le rappeler, puisque la thématique elle est circonscrite en Afrique, donc on va rester sur le canal de l'Afrique. Il y a eu l'Angola, on a vu ce qu'il y a eu comme mort en Angola parce que le pays colonisateur ne voulait pas partir, il y a eu des guerres sanglantes. On va aller au niveau des pays anglophones là où les luttes étaient assez intéressantes, mais c'est aussi parce qu'il faut relever à cet effet que dans des pays qui ont d'abord une histoire culturelle assez forte et importante et accrue dans ces pays-là, il faut comprendre que le rappel culturel avait une tendance de dire nous avons des royautés et ces royautés devaient exister et quand la métropole arrivait, elle a mis fin à cet état, à cette manière de fonctionner. Au début, vous êtes sous menace militaire parce qu'il faut regarder à quelle période on entre et pourquoi les indépendances, pourquoi commence à fleurir l'idée que nous pouvons être autonomes, nous pouvons avoir la gestion autonome de notre propre pays. C'est quand on commence à fréquenter l'Occident, on le voit autrement que quand on pourrait le percevoir comme un super géant intouchable. Surtout quand on va à la Seconde Guerre mondiale, on constate qu'il y avait des Européens qui se cachaient des Africains pour essayer de vivre. Donc, le réflexe ou l'idée qu'on avait de l'homme blanc disparaît après la Seconde Guerre mondiale. Et quand l'appareil cinématographique arrive, on a un autre visage de l'homme blanc. Donc, ce retour en Afrique a permis que certains pays se disent, mais non, la manière à laquelle vous le respectez, ils ont peur, comme on a peur, ils meurent. Comme aussi nous mourrons. Donc il est nécessaire que pour avoir une portion de notre pays, le gérer, diriger, il faut que nous allons chercher ce qu'on appelle l'indépendance. Donc elle a été négociée dans certains pays, dans d'autres pays. De toute façon, l'indépendance n'est jamais acquise de manière fortuite. Elle est toujours négociée. Elle est négociée, mais soit avec des arguments militaires, soit avec des arguments diplomatique, mais à la fin, elle est toujours négociée. Et justement, à ce propos, quel a été le rôle des élites africaines? Mais plusieurs élites africaines ont porté des réflexions quand il fallait aller négocier les termes de l'indépendance. Pour mémoire, je me rappelle que Léon Baminko, quand il allait chercher l'indépendance au niveau de la France, avec comme émissaire à l'époque Jacques Foccart. Jacques Foccart était celui-là qui faisait le balai entre Libreville, Paris, pas que Libreville, Paris, mais aussi d'autres pays africains. Léon Ba, en croisant Foccart, dit clairement à Foccart, nous ne sommes pas prêts pour les indépendances. Donc tout de suite, c'est mal compris au niveau de l'élite gabonaise. Que fallait-il comprendre? Il fallait comprendre simplement, il se dit, au sortir des indépendances, nous n'avons pas assez de médecins, nous n'avons pas assez d'ingénieurs, nous n'avons pas assez d'infrastructures, puisque tout était basé au Congo. Pour lui, il fallait revenir quelques années plus tard, renégocier l'indépendance, quand nous serons habiles, quand nous aurons l'habileté de négocier, c'est-à-dire nous aurons une administration assez équilibrée, nous aurons une défense assez autonome, nous aurons des médecins et des infrastructures. À partir de là, nous pouvons aller en négociation. Cela n'avait pas été compris comme ça par De Gaulle. De facto, il a dit non, ils auront l'indépendance, mais avec des termes parfois que vous ne comprenez pas. Monsieur Félicien, vous, sur le rôle des élites africaines, quand on regarde un peu l'assassinat de certains leaders, tels que Patrice Emery Lumumba, tels que, un peu plus récemment, Thomas Sankara, quel a été le rôle précisément de ces leaders-là? Non, les leaders interviennent après et vous allez comprendre pourquoi il y a eu les assassinats des leaders. Les leaders interviennent au moment où les Occidentaux veulent rapidement donner l'indépendance parce qu'il y a ce qu'on appelle les accords. Or, vous ne pouvez pas être indépendant et dire que vous signez des accords
des accords qui vous rendent prisonnier. Mais à quel moment interviennent les leaders? C'est J'en pas dans arrive. la signature de ces accords? Non, ce n'est pas forcément dans la signature de ces accords, parce qu'on avait des leaders. Vous avez cité Patrice Emery Lumumba, mais on a vu les désaccords qui se sont installés. On a vu les désaccords lorsque... On a vu dans le cas du Gabon, Jean Lalobam, on a eu Gustave Anguillet, on a eu pas mal de leaders qui étaient à même, qui avaient une certaine émancipation, parce que l'un était déjà en République française comme député de l'AEF, parce qu'il faut d'abord mettre le contexte. Le contexte, nous sommes dans l'Afrique équatoriale française, nous ne sommes pas encore indépendants. Donc les leaders qui ont déjà une certaine émancipation, qui peuvent déjà parler d'égal à égal avec les Blancs, sont esquivés. Il a pris en l'occurrence Léon Mba. Mais Léon Mba est d'abord un chef de comptoir qui gère un magasin. Après qu'on en fait un chef de canton, après on en fait un premier maire, après on en fait un président de la République. Donc c'est déjà le rouleau compresseur de l'Occident qui positionne ces gens. Donc à partir de ce moment, est-ce qu'on peut faire une réelle analyse pour dire que nous sommes véritablement indépendants dans la mesure où c'est l'Occident qui prend l'initiative, c'est l'Occident qui impose ses hommes. Parce que c'est ça la réalité. L'Occident qui impose ses hommes. Arnaud Lilian, je voudrais vous entendre sur une question. Quelle différence du point de vue historique, hein? Oui, bien sûr. Quelle différence peut-on faire entre indépendance et souveraineté? C'est là que je voulais en venir. Parce qu'aujourd'hui, quand les Occidentaux ont donné l'indépendance, en réalité, ils ont donné l'indépendance politique. C'est-à-dire, il y a eu le façonnage, ça là on ne peut pas l'exclure. On a façonné certains hommes politiques, mais pas les moindres, certains hommes politiques qui répondaient aux critères des Occidentaux et qui pouvaient garantir les intérêts des Occidentaux dans leur pays. Ceci en contre-cœur par rapport à l'ambition ou la vision parfois des leaders qui étaient résidents des pays respectifs de ces présidents-là. Ceci a fait en sorte que la signature garantissait l'autonomie politique et des gestions à ces présidents. Vous signez ces accords, nous allons vous accompagner politiquement et administrativement. Personne n'a vous enlever. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'à cette période, vous avez des présidents qui ont mis assez de temps, les 30, 40, 50 ans, parce qu'il y avait le respect de ces garanties-là. Et outre, pour revenir à la question qui est la vôtre, parce que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre l'indépendance et la souveraineté. Vous pouvez être indépendant mais ne pas être souverain. Parce que la souveraineté, en réalité, c'est la maîtrise de tout ce dont vous avez besoin pour faire tourner votre pays. D'où on parle de souveraineté économique, de souveraineté pour ce qui est énergétique, souveraineté agricole, souveraineté éducative même, mais pour ce qui est de la souveraineté culturelle, etc., etc. Si vous pouvez avoir toute l'indépendance nécessaire que vous l'ayez eu par la force, que vous a été attribué, que vous avez eu des accords, mais si vous n'avez pas la souveraineté, je parle en matière de matières premières, où vous avez dit dans un accord que tout doit être envoyé simplement à un tel partenaire et pas à un autre, vous n'avez pas la maîtrise de vos ressources puisque vous n'avez pas de souveraineté à l'intérieur. La souveraineté voudrait aussi que vous arriviez à dire que voici le programme scolaire que moi je mets en place, parce que voici l'éducation que je mets pour mon peuple et pas celui qui est imposé par l'UNESCO et d'autres pays. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'indépendance pour avoir l'indépendance, mais d'avoir l'indépendance et arriver au bout, parce que l'indépendance n'est qu'une étape, mais réellement, l'aboutissement de l'indépendance, c'est la maîtrise de sa souveraineté. De sa souveraineté. Monsieur Félicien Mvung, véritablement, lorsqu'on vous entend, on voit bien que ça a été un chantier important pour atteindre déjà cette première étape qu'est l'indépendance, même si parler à proprement de souveraineté reste un chantier à achever. Est-ce que, pour arriver à cette première étape, certains acteurs n'ont pas consenti à des sacrifices? Non, je voudrais d'abord relativiser ce qu'a dit mon frère. Non, on a l'indépendance se conquiert. Elle se conquiert, elle ne se donne pas, elle ne s'attribue pas. Et maintenant, vous contredisez. Tout à l'heure, vous avez dit que les Occidentaux ont donné ça gratuitement. L'indépendance. On va l'écouter un peu, développer. Monsieur Evon dit, je pense, comme avait dit le penseur, dont je suis. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant, parce que la première chose de l'indépendance, c'est d'abord la liberté. Or, si vous n'avez pas la liberté par la prise de la parole, or nous l'avions déjà dans nos us et coutumes, c'est-à-dire que dans l'Afrique traditionnelle, parce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, lui, il parle de souveraineté. Non, il parlait d'indépendance politique. Non, il faut qu'il aille au bout de sa pensée, si on veut comprendre. L'indépendance politique,
c'était de dire que bon, nous sommes souverains, on fait comme on va le faire le 17 août, on a nos institutions, mais en réalité, est-ce que le fait, parce que nous fêtons une indépendance chaque année, parce qu'on nous a attribué l'indépendance, que nous fêtons, que nous, cela signifie que la souveraineté, non. Et donc, finalement, cette indépendance, que vous estimez être une indépendance, mais qui n'était pas forcément une souveraineté. Est-ce que c'est ça le prix qui a été payé par certains pays, à savoir concéder une forme d'indépendance sans pour autant acquérir véritablement la souveraineté? Le prix à payer était quoi? Le prix à payer, il faut nuancer. Il y a ce qu'on appelle, nous avons payé un prix dû à la pénétration des Occidentaux dans nos villages. Aujourd'hui, nous avons chez les femmes Manitolé, nous avons Wongo, nous avons... Non, mais là, c'est pas l'indépendance. Il faut contextualiser. Mais c'est pourquoi vous aurez la parole tout à l'heure. C'est pourquoi je dis qu'il faut contextualiser. Or, les indépendances ont été décidées. Je vous dis qu'à la conférence de Berlin, il n'y avait aucun Africain. Et ceux qui ont décidé de partager l'Afrique, de se partager l'Afrique. Et il n'y a pas que l'Afrique. Vous allez dans le Moyen-Orient, vous allez même en Inde, l'un des pays les plus puissants aujourd'hui. Oui, mais ce partage se fait au moment de la colonisation. Il faut qu'on revienne parce qu'il ne faut pas sortir du contexte. On est là sur les années d'indépendance, voilà. Qui est très loin de la conférence de Berlin. Voilà. Donc, à partir de là, on ne parle pas encore de colonisation, d'indépendance. Nous sommes sur les colonisations parce que la thématique, c'est l'indépendance. Quels sont les pays africains? La thématique, c'est l'indépendance. Non, la thématique, c'est l'indépendance. Il ne faudrait pas sortir de contexte. Le seul pays, à ma connaissance, qui a commencé à se libérer dans l'Afrique, c'est les Haïtiens, c'est l'Haïti. Ce n'est pas l'Algérie. Est-ce que l'Haïti n'est pas en Afrique? C'est pas en Afrique. Ça, on parle des pays africains. Voilà pourquoi je dis qu'il faut contextualiser et il faut savoir mettre les choses dans leur plan. Mais l'Algérie, est africaine. Moi, j'aurais voulu que vous souhaitiez, et si vous parlez de nuances, c'est des pays qui n'ont jamais été colonisés, qui l'ont été, mais qui se sont tout de suite débarrassés de cette colonie. Vous me parlez de l'Éthiopie. L'Éthiopie, parce qu'il y a eu des guerres fracassantes où l'Italie a voulu, mais après quelques temps, et à cause surtout de la situation géographique. Et surtout qu'il n'y avait pas eu un contrôle total. L'Italie n'a pas pu, ils se sont arrêtés au niveau des contours. Donc il y a eu une reprise manifeste de leur destin. Et rappelez que quand vous faites le débat, vous parlez du contexte historique, mais je vous rappelle que quand on parle de la conférence de Berlin, c'est loin. Nous sommes très loin des indépendances parce que la thématique qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les indépendances à quel prix? Donc il faut savoir la période d'indépendance en Afrique, elle commence pas en 1945. Elle ne commence même pas en 1800 et quelques. La période des indépendances, pour simplifier, la période des indépendances, vous voyez, la plupart des pays reçoivent l'indépendance. Le seul qui a refusé, c'était Sékou Touré en 1958. Vous voyez bien que la plupart des pays ont reçu l'indépendance en 1960. Est-ce un hasard? Est-ce un calcul des Occidentaux? Puisque vous voyez, nous sommes au mois d'août. Mais vous verrez que le Congo, le Gabon, un certain nombre de pays célèbrent leur indépendance pratiquement au même moment. Est-ce que l'Occident, c'est-à-dire que la puissance française, est-ce que les a conquis au même moment, avec la même histoire, avec les mêmes intérêts? Qu'est-ce que vous cherchez à nous faire comprendre? Non, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est qu'en réalité, lorsqu'on regarde et poursuit son raisonnement, on voit bien que le colon a voulu attribuer les indépendances de manière simultanée à tout son giron africain. Et ça, c'est une réalité parce qu'elle se mesure, elle se vit. Il n'est pas totalement d'accord avec lui, Arnaud Lilian. Non, c'est pas vrai. Monsieur, l'Algérie, le contexte algérien, il faut... Ah non, j'en ai parlé. J'ai longuement parlé que l'Algérie était émancipée. Oui, Arnaud Lilian. On va écouter Arnaud Lilian. Le contexte algérien fait en sorte que le regard du colonialisme change. Nous sommes dans un état où il y a un brassement culturel entre la France et l'Algérie. Les divisions sont intenses. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. J'ai la parole, monsieur. Ils demandent à ceux qu'ils prennent leur indépendance. Il y a des luttes parce que la France sent, pour elle, l'Algérie, elle est française. Donc il y a des luttes. Et cette lutte-là apporte un certain réveil. Et ce réveil africain, il doit être maîtrisé. Et ce réveil algérien vient d'abord de deux endroits, du Cambodge et du Vietnam, mais aussi d'autres pays au Moyen-Orient, donc ce réveil de peur que ce réveil-là puisse entraîner les autres pays, puisque dans cette époque, la France a un rôle crucial après la Seconde Guerre mondiale. Il a le rôle de la gendarme, c'est-à-dire c'est celui qui doit gérer l'Afrique francophone, voire même
toute l'Afrique en matière de gendarmes. Donc, ne pouvant pas déployer directement si les crises, si les poches des crises, j'insiste, sur les poches des crises, c'est déployé sur l'ensemble de l'Afrique, ne pouvant pas se déployer puisque le gros effort était déjà consenti au niveau de l'Algérie. C'est naturel en tant que pays malin, intelligent. Ils ont une cellule l'Afrique. Ils ont anticipé. On anticipe. Et en anticipant, nous allons nous désarmer au fur et à mesure dans certains endroits et nous proposer. Et c'est là où vous allez remarquer, c'est à partir de ces années, quand il y a des conflits, c'est cette période conflictuelle entre l'Algérie et la France, que naissent des bases militaires françaises un peu partout. C'est dans cette période-là qu'elles lancent réellement les bases françaises. Donc, une question, Arnaud Lilian, et donc, dans ce contexte, justement, de retrait plus ou moins et d'indépendance, oui, on y arrive. Quel rôle pour les multinationales et les institutions financières? Mais vous savez que quand on parle, pourquoi on insiste sur la souveraineté? Nous avons la souveraineté politique, nous avons la souveraineté institutionnelle. Mais nous n'avons pas la souveraineté économique, culturelle, même nous sommes encore assimilés culturellement. La preuve, vous portez un costume qui n'est pas un habit traditionnel. Contrairement à vous. La souveraineté, c'est quoi? C'est de dire que nous puissions avoir nos propres banques, nos propres richesses transformées localement, que nous ayons la maîtrise de nos données et de nos finances. Nous n'avons pas actuellement la maîtrise de nos finances. C'est vrai, on va vous dire que nous sommes dans un monde globalisé, dans un continent où les partenariats existent, mais dans ces partenariats, il faut aussi exister ailleurs. Aujourd'hui, quelle est notre force économique à travers les banques et quelle est notre force financière pour pouvoir investir? Est-ce que nous demandons un peu trop à l'extérieur? Est-ce que nous prêtons un peu trop à l'extérieur? Est-ce que nos banques sont suffisamment fortes pour dire nous ne voulons plus une banque extérieure, mais que nos banques soient autonomes? Donc c'est tout ceci. Et en matière d'agriculture, nous consommons encore beaucoup ce qui vient de l'étranger. Nous importons également. Donc problème de souveraineté alimentaire. Même au niveau de l'éducation nationale, aujourd'hui on a un programme scolaire qui n'est pas réfléchi uniquement gabonais. Et je parle de l'école pré-primaire jusqu'au lycée. C'est parfois pas réfléchi en fonction de la pensée gabonaise. La pensée gabonaise, la pensée souveraine. La pensée souveraine. Aujourd'hui, c'est ça. On nous enseigne encore la Seconde Guerre mondiale au lycée, alors que personne ne connaît l'histoire de Emantol, de Pavroumanzeng, et j'en passe. Donc, il faudrait revisiter aussi nos mémoires. Nos récits nationaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les questions d'indépendance n'ont pas fait couler autant d'encre, n'ont pas fait couler assez de sang. Les gens l'ont acquis. Très bien. Mais les plus grandes crises et les plus grands conflits commencent quand on lutte pour la souveraineté. On lutte pour la souveraineté. Oui, Félicien, je voudrais vous écouter justement sur les États africains ont-ils suffisamment redéfini leur modèle économique après les indépendances? Non, je voudrais quand même résumer tout ce qu'il a dit là. Nous vivons dans un monde... Oui, mais vous pouvez également répondre sur le modèle économique. Pas la question. Non, nous vivons dans un monde d'interdépendance. Qu'il a dit le monde globalisé. Non, là n'est pas la question. Je vais rester dans le cadre des indépendances en 1960. Mais en réalité, le colon ne donne pas l'indépendance. Le colon anticipe, comme il a dit, mais le colon fait quoi? Le colon, avant les indépendances, le colon passe par les missionnaires. Le colon passe par l'école. Vous verrez qu'après les indépendances, les premiers cadres gabonais, pour la majorité, sont des enseignants. Pour la majorité, sont des philosophes. Ce n'est pas fortuit. Ça veut dire qu'au niveau de l'émancipation, le blanc calcule, se dit, je vais les former à tel endroit où ils ne savent rien faire. Et sur le plan économique, ils ne peuvent pas avoir la maîtrise de leur économie, parce que c'est important de le dire. Le blanc avait calculé ça avant. Il s'est dit, je vais les manipuler pendant près d'un siècle, 2 siècles. Le temps qu'ils prennent conscience, nous aurons déjà beaucoup exploité l'Afrique. Parce qu'en réalité, leur objectif premier, c'était d'exploiter l'Afrique, c'était de tirer un maximum de matières premières sans notre avis. Et 65 ans après, est-ce que les États africains ont pris conscience justement de l'importance? Il y a un réveil, il y a un certain réveil. Ce n'est pas encore suffisant. Il y a un réveil. Il y a un réveil psychologique, il y a un réveil de bon nombre d'Africains, mais ce n'est pas encore suffisant parce que les Africains sont encore trop émotifs, les Africains sont encore un peu plus dans la tradition africaine. Or, aujourd'hui, les Africains doivent s'élever au même niveau que les Occidentaux. Moi, je crois qu'il y a une évolution à 2 vitesses. À 2 vitesses parce qu'il y a 2 pôles, on va dire, qui ont géré l'Afrique.
Vous avez le pôle francophone, vous avez le pôle anglophone. Si vous faites un listing, les deux pôles n'ont pas décollé de la même manière. Le pôle qui allait à une vitesse, j'ai envie de dire, grand V, c'est le pôle anglophone, parce que le système de pensée et de conception anglophone va dans l'autosuffisance. Je vous apprends, vous vous développez et vous vous débrouillez à me sortir quelque chose d'efficace. Il n'y a pas un assistanat derrière, il y a un accompagnement derrière. Alors que dans le système français, vous avez vu, il y a eu beaucoup plus d'assistanat. Le fonds d'aide, on va aller, et les pays francophones ont plus fait de la politique que de fait d'économie. Je crois qu'on a une expertise en politique des pays francophones bien au-delà de ce que les anglophones ont fait. Les anglophones ont mis un accent sur l'économie de marché. Pour dire, nous allons faire des affaires, nous allons moins parlementer, et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que ces pays ont beaucoup plus avancé en manière de démocratie, contrairement aux pays francophones. Et donc, vraiment, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains ont les moyens de pouvoir rattraper ce temps perdu? Les pays africains vous savez, quand on avait fêté les indépendances, si je ne me trompe pas, dans les années 2010-2011, il y avait eu une grande délégation occidentale qui était arrivée. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris qu'en réalité, cette période fixait la fin d'un cap. C'était là où on devait renégocier certains accords. Et voilà pourquoi vous avez vu l'Occident est descendu, la France, on a eu les présidents français qui sont descendus, c'était pour revoir ces accords ou en réalité arriver au terme de ces accords. Vous avez vu comment Ali Bongo Ndima avait pris une décision ferme à l'époque, efficace, pour dire que les grumes ne sortent plus parce que c'était question de renégocier. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Il fallait attendre la fin de cette négociation-là. Donc, c'est-à-dire que... C'est cette continuité-là qui explique également la transformation des matières premières. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas décoller si vous n'avez pas la maîtrise vous n'avez pas la maîtrise d'abord de vos matières premières et ensuite vous n'avez pas les transformer, vous serez toujours un pays assisté, donc dans l'assistance en permanence. Conquête de souveraineté à travers la maîtrise de son économie. Monsieur Félicien et vous également, aujourd'hui, les pays africains ont les moyens de pouvoir rattraper ce retard? Pour le moment, non. Le problème, c'est que je vous ai dit qu'il y a un réveil. Il y a un réveil timide qui s'opère dans les différentes nations africaines. À partir du moment où lui-même le dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre économie. Vous n'avez même pas la maîtrise de votre propre monnaie. Parce que les échanges, il faut reconnaître qu'ici, le terme des échanges se fait sur la base du dollar et de l'euro. Ce ne sont pas des monnaies africaines. Donc, à partir de ce moment, les Occidentaux nous tiennent. Parce que ce sont eux. J'ai vu dans mon pays, ici au Gabon, mais il y a des richesses que les Occidentaux exploitent si on ne prend pas garde de vérifier, mais parce qu'on n'a pas les techniciens qui peuvent surveiller. Mais nous sommes un État, on dit un État souverain, un État indépendant. Mais et donc, comment on y fait face? Mais pour y faire face, il faut déjà former, il faut déjà faire qu'il y ait un peuple très émancipé. Le capital humain. Le capital humain, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un capital humain motivant. Et avant d'être sociologiquement représentatif, notre pays n'est ni sociologiquement représentatif, ni avoir un capital humain motivant avec des comment dire ça, des expertises assez diversifiées. C'est ce que nous retenons, mettre l'accent sur le capital humain, parce qu'encore une fois, on peut le citer Adam Smith, qui théorisait la richesse des nations. Il n'est de richesse que d'hommes, et il faut investir dans l'homme. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat du 12-15 qui prend donc fin. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous discutions de la question des indépendances des pays africains, à quel prix. Et pour en parler, je recevais M. Félicien Evung et M. Lilian Arnaud Billy, qui sont tous deux des analystes politiques. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.